Halloween est une période de l'année où il est impossible de ne pas être touché par la hype. À l'origine une fête païenne, elle est aujourd'hui synonyme de peur, de sucre et de mon oncle Thierry qui décuve dans les toilettes déguisé en gremlins. Mais si Halloween est principalement la fête des monstres, de l'horreur, des morts et de la peur, on pourrait faire un cas comme quoi Halloween est en fait la fête de la pop culture. Forcément, le 31 octobre, on décore nos maisons avec des jack-o'-lanternes, faisant écho à la légende de Stingy Jack. On se déguise en monstres comme Dracula ou le monstre de Frankenstein ayant prévu dans les livres, plus tard mis à l'image au cinéma, ainsi impactant fortement notre culture. On a tous nos classiques d'Halloween préférés, du splatter movie sanglant à souhait au soft symbole de l'épouvante, en passant bien sûr par tout ce qui est pure icône du cinéma. Et dans tout ce toin, il y a des films qu'on oublie, mais qui ont su trouver leur public de par leur iconographie purement halloweenesque, sachant se démarquer du reste dû à un certain élément visuel ou scénaristique, ou tout simplement en rejoignant l'audience d'une tierce façon. Dans cette catégorie, nous avons Paranorman, Fantôme contre Fantôme, l'entièreté de la filmographie de Scooby-Doo et finalement mon bébé et mon classique d'Halloween préféré, Coraline. Salutationnisation, je suis Alex des studios Wicked Motion Picture et aujourd'hui nous discutons à propos de Coraline, de son iconographie et comment il aurait pu passer de simples petits films sombres à icônes du cinéma d'horreur. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut qualifier de film d'Halloween? Pour la plupart des gens, c'est simplement un film d'horreur, un film qui vous permet de vous faire peur en toute sécurité dans votre sofa. Si vous voulez mon avis, cette association entre l'Halloween et l'horreur vient du fait que Halloween est relié à la mort et aux légendes, donc la fête de l'inexplicable. Et historiquement parlant, nous autres êtres humains avons deux réactions devant l'inexplicable: se déféquer dessus et partir en guerre pour exterminer des populations entières. Si vous aussi vous êtes content qu'on ait choisi la première option pour le 31 octobre, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour une notification chaque fois que du nouveau contenu sort. C'est très apprécié. Sur ce, le simple fait que Coraline soit un film d'horreur accessible à tous est ce qui en fait mon classique d'Halloween préféré. Mais Coraline n'est pas un film d'horreur, ça fait même pas peur! Oh, quelle pertinente mais fausse intervention, Capitaine Salty, mon arc némésis et homme de paille censé représenter l'entièreté des fandoms toxiques. Coraline est sans contredit un film d'Halloween. Et pour les plus élitistes d'entre vous, aujourd'hui je vais démontrer que c'est aussi un film d'horreur. Qu'est-ce que c'est un film d'horreur? En voilà une question compliquée parce que s'il y a un genre dans le cinéma qui a droit à une condescendance élitiste et injuste, c'est ce genre-là. Il y a cette espèce d'idée reçue autour du cinéma d'horreur comme quoi si un film d'horreur ne fait pas peur, c'est que c'est pas un film d'horreur. Genre que pour être un film d'horreur, il faut le mériter. Ce qui est totalement stupide pour deux raisons principales. De un, ce qui fait peur est subjectif. À 8 ans, moi, je riais devant Coraline et certains sketchs d'Halloween des Simpsons me donnaient cauchemar. De deux, parce qu'il suffit de retourner cette logique pour se rendre compte du niveau d'hypocrisie. Si un film d'horreur doit absolument faire peur pour être qualifié de film d'horreur, eh bien, une comédie, par exemple, doit absolument faire rire pour être qualifiée de comédie. Et oui, on s'attend à ce qu'une comédie nous fasse rire, mais on ne va pas la déqualifier de comédie le cas échéant. La preuve étant, en regardant Sextape ou l'entièreté de la filmographie d'Adam Sandler depuis ses 15 à 20 dernières années, même en regardant l'absence totale de rire que ces œuvres génèrent, vous ne vous êtes jamais dit « c'est pas des comédies », vous vous êtes dit « ce sont des comédies à chier ». Ce qui est un autre débat. Et donc, si c'est vrai pour l'un, c'est vrai pour l'autre. Coraline possède énormément de codes propres au cinéma d'horreur, comme le déménagement en milieu inconnu, le sentiment de solitude, la monstruosité de l'antagoniste et l'action de nuit, ce qui en fait, selon moi, un film d'horreur. Oh, que j'ai hâte de voir la section commentaires là-dessus. Ah, t'en fais pas, ça fait longtemps que j'ai plus assez d'estime personnelle pour que ça me rejoigne. Cette petite mise en contexte me semblait nécessaire, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Coraline s'est lui-même inscrit comme un petit impact culturel dans le cinéma des années 2000. Tous les fans de ce film ont aujourd'hui au moins un ami qui a une histoire comme quoi il ou elle a été traumatisé en allant le voir au cinéma quand il avait 8 ans. Tout élément et bien d'autres renforçant ma thèse, voici pourquoi Coraline est le film d'Halloween parfait. Donc, premièrement, Coraline, c'est quoi? C'est un film de Henry Selick, aussi réalisateur de L'étrange Noël de Mr. Jack, adapté d'un roman écrit par Neil Gaiman, un auteur dont le travail dans le monde du surnaturel n'est plus à définir. Et à plume derrière les comics Marvel 1602 et The Sandman. Aussi l'auteur du Graveyard Book, un livre de la jungle mais qui se passe dans un cimetière. L'entièreté du roman audio est sur YouTube, vous n'avez plus aucune excuse, ça vaut vraiment la peine.
On y suit la jeune Coraline Jones, enfant vivant seule avec ses parents, qui vient de déménager en Oregon dans une résidence du nom de Pink Palace. Seul problème, sous le Pink Palace habite la Belle Dame, créature ayant été traduite dans la VF en marâtre. Une créature humanoïde se nourrissant de l'âme des enfants pour subsister. Coraline devra donc se montrer plus maligne que la Belle Dame pour tenter de garder son âme et de défaire cette atrocité. Scénario simple mais bien maîtrisé. Mais qu'en est-il de son imagerie? Il y a plusieurs types d'animations qui, en surface, j'ai tendance à regrouper en 3 catégories. Premièrement, l'animation classique en 2D popularisée par les studios Disney avec Blanche-Neige et les 7 nains. Ensuite, il y a l'animation en images de synthèse, aussi appelée CGI, un peu plus récente, qui essaye d'émuler le live action. Finalement, celle qui nous intéresse ici, le stop motion, que l'on pourrait traduire par arrêt en mouvement. Je maintiendrai jusqu'à la mort que l'animation en stop motion est parfaite pour l'ambiance d'Halloween. Surtout les petites poupées comme Coraline, les formes humaines sont reconnaissables mais différentes, il y a un vrai travail effectué avec les jeux de regard, les mouvements et tout ce qui en découle. Aussi, rappelons-le, le stop motion de Coraline effectué par les studios Laika se concentre sur l'utilisation de poupées articulées. Et si vous connaissez quoi que ce soit au monde des films d'horreur, vous savez très bien que ce genre du cinéma a une relation très particulière avec les poupées. L'utilisation de cette technique donne ainsi à Coraline une vibe Halloween omniprésente, jusque dans son imagerie. L'imagerie d'un film se réfère à tout ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous est présenté et, encore plus important, pourquoi cela nous est présenté. Dans Coraline, la plupart des éléments visuels entourent le cadre des films d'Halloween. Par exemple, à noter que le Pink Palace en lui-même est construit avec une architecture qu'on pourrait qualifier de gothique. Un mouvement architectural parfait pour ce genre d'histoire puisqu'il est ancien et donc évoque le passage du temps plein de mystères. Ce même bâtiment est en bois, matière beaucoup moins solide que le béton ou la brique. Comme il s'agit ici de la maison de Coraline, l'endroit où elle est censée être le plus en sécurité sur la planète, un sentiment de faible protection s'installe, comme si ces murs n'étaient en aucun cas prévus pour la protéger. Mais en fiction, ce qui est caché est très souvent aussi important que ce qui est montré. Ici en la personne de Wybie. Wybie est le voisin un petit peu envahissant de Coraline et essentiellement son seul ami au cours de l'aventure. Ne me parlez pas du chat, je maintiens la théorie que ce félin est démoniaque. Mais Wybie est présenté comme un voisin de Coraline et jamais au cours du film on ne voit sa maison, ce qui implique que la personne la plus proche de Coraline est physiquement trop loin pour être efficacement rejoint en cas de danger, renforçant ce sentiment d'être seul face au danger qui était déjà omniprésent dans le récit. Comme si Coraline n'était qu'une proie isolée à la merci de son prédateur. Ensuite, il y a aussi la question de la couleur qui se pose. La couleur, aussi appelée effet chromatique, a un code très précis que les grands cinéastes savent suivre. Dans Coraline, on remarque énormément l'utilisation de bleu et de gris. Des couleurs froides et métalliques symbolisant l'absence de chaleur et donc l'absence de vie. Mais petit moment trivia, saviez-vous que dans la nature, le bleu est un pigment extrêmement rare, couleur difficile à atteindre de façon naturelle. Mais on retrouve aussi une forte utilisation de la couleur verte. Je pense notamment à la scène de la cheminée où l'orange des flammes est remplacé par un vert froid et menaçant. Le choix chromatique ici peut probablement venir du fait que bleu et vert sont les deux couleurs les moins présentes dans la peau humaine. Petite leçon de cinématographie, c'est aussi pour ça qu'on utilise des fonds bleus et des fonds verts pour faire des effets spéciaux. En mettant en avant ces deux couleurs spécifiques, ça a un effet déshumanisant sur le personnage, comme si l'univers qui l'enveloppait était une entité inconnue prête à lui arracher son humanité. Exactement ce qu'essaye de faire la Belle Dame à Coraline tout au long du récit. She wants something to love, I think. Something that isn't her. Or maybe she just loves something to eat. She spied on our lives through the little doll's eyes and saw that we weren't happy. So she said that she loved us. But she locked us here and ate up our lives. Les thèmes abordés. Dans Coraline, on retrouve beaucoup de thèmes qui sont très propres au genre du cinéma d'horreur. Premièrement, Coraline est la nouvelle petite fille en ville, ayant déménagé au début de l'histoire, trope que l'on retrouve dans beaucoup de films d'horreur. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que le personnage se retrouve en terre inconnue et donc fait face à un danger qu'il ou elle ne sait pas forcément comment affronter et ne connaissant personne autour, il ou elle doit y faire face seul. Il y a aussi le thème de la famille. On ne laisse jamais tomber sa famille. Non. Ta gueule, Dom. Donc la famille. Pourquoi est-ce que c'est un trope qu'on retrouve dans plusieurs films d'horreur? Pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur endroit où frapper un personnage là où ça fait mal,
ou mettre un enjeu que le personnage principal devra défendre à tout prix. Ce qui est une magnifique transition pour vous parler du thème principal du film, le courage. Si la peur est au cœur du récit de Neil Gaiman, le courage et la bravoure, son opposé, s'y retrouvent tout aussi bien. Il y a un passage dans le livre qui n'a criminellement pas été adapté en film, où Coraline s'adresse au chat et elle raconte une fois où son père et elle se sont retrouvés face à un nid de guêpes en pleine forêt. Le père de Coraline a donc attrapé Coraline et l'a mis hors de danger, mais a échappé ses lunettes. Monsieur Jones a donc couru directement à où se trouvait Gap pour y retrouver ses lunettes. Il explique que s'il y était retourné plus tard ou même le lendemain, il les aurait probablement jamais retrouvées. Coraline soutient donc le point que de prendre sa fille et de partir en course, c'était pas du courage parce qu'il allait se faire piquer de toute façon, c'était juste quelque chose qui allait arriver. Mais que de retourner chercher les lunettes alors qu'il savait que les guêpes étaient présentes, c'est du courage. La morale ici étant, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Comme Coraline qui retournera chercher ses parents dans l'autre monde, malgré la présence de la Belle Dame. La Belle Dame est l'antagoniste du film, une créature arachnide et humanoïde se nourrissant de l'âme des enfants qu'elle réussit à convaincre d'échanger leurs yeux pour des boutons. Déjà, physiquement parlant, elle a de longs membres qui se finissent en aiguilles, une peau craquelée et blanche, et bien sûr des boutons à la place des yeux. Elle rentre donc dans une certaine catégorie de monstres qui sont effrayants du fait que l'on peut physiquement s'y identifier, car après tout, elle est encore humanoïde. Vous pouvez voir la femme sous le monstre. Ces antagonistes qui ont une forme globalement humaine mais ont un certain trait physique qui les rend monstrueux, les rapprochant de nous par le même procédé. C'est le cas par exemple de Freddy Krueger ou des titans dans Attack on Titan. Mais la Belle Dame est aussi très intimidante par son statut de mère. Une maman, culturellement parlant, c'est le symbole de la sûreté et de la sécurité. En ayant une créature qui ressemble fortement à la mère de Coraline comme antagoniste, ça crée un sentiment chez le spectateur, un sentiment que Coraline est menacée jusque dans ses recoins les plus personnel. Du côté plus personnel, la Belle Dame reste une forme arachnide. Oui, elle est humaine, mais elle possède de longues paires de pattes se finissant par des bouts insectoïdes. Sa peau semble dure comme un exosquelette. Et dans l'autre monde, sa forme la plus primaire ressemble à une énorme toile. Elle parvient même à y entendre des vibrations quand elle se retrouve aveuglée. Une technique de chasse employée par les araignées. Selon mes recherches, on estime que l'arachnophobie, la peur pathologique des araignées, se retrouve dans les 10 phobies les plus courantes sur la planète. Elle toucherait apparemment 3 à 15% de la population. Le design arachnide de la Belle Dame est donc pensé pour faire peur, pour venir chercher le spectateur jusque dans son inconfort le plus profond. Mais ça aurait pu être pire. Bien pire. Il y a des différences notables entre le roman de Neil Gaiman et le film de Henry Selick. Et l'une de ces différences réside au plus profond du Pink Palace. Dans le livre, il y a des éléments qui ont fini par donner vie à plusieurs théories, une en particulier ayant trouvé sa place dans le cœur des fans. Dans les deux cas de figure, la Belle Dame a besoin de l'âme de Coraline pour survivre. Le film est écrit de façon à ce que vous, spectateurs, compreniez que la Belle Dame a besoin de l'âme de Coraline pour subsister, comme si elle avait besoin de la manger. Ce qui est aussi le cas de la grande majorité du livre. Mais il y a une petite nuance. Si on interprète certains passages, on pourrait comprendre que la Belle Dame n'a pas besoin de manger l'âme de Coraline, mais de l'utiliser comme source de pouvoir. Ce qui, dans le film, a fini par être une source de subsistance, est en fait, dans le livre, très probablement une source de pouvoir et de protection. Nous sommes petits, mais nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup et nous sommes petits. Nous étions là avant que tu t'élèves, nous serons là quand tu tomberas. Chantent les rats dans le livre. Rats qui servent à peu près les mêmes ressorts scénaristiques dans le livre, mais qui ne sont jamais décrits comme ayant des boutons sur les yeux. Premier indice pointant au fait que les rats sont des serviteurs d'une autre entité que la Belle Dame, une autre entité bien plus dangereuse dont même cette créature démoniaque
est effrayé. Cette possible entité est même indirectement décrite dans le roman comme le tunnel que Coraline utilise pour passer d'un monde à l'autre. Dans le dernier passage de Coraline vers sa dimension pour s'échapper de l'autre monde, Gaiman n'hésite pas à décrire le tunnel comme une bouche, comme un animal sentient. Peu importe ce que ce corridor était, il était beaucoup plus ancien que l'autre mer. Il était profond et lent, et il savait qu'elle était là. Tous ces éléments ayant été ignorés par le processus d'adaptation pointent vers le fait que la Belle Dame n'est pas une entité démoniaque s'attaquant aux enfants par pur plaisir, mais plutôt une simple sorcière essayant de survivre face à un ennemi beaucoup plus puissant qu'elle. Donc Coraline, chef-d'œuvre sous-estimé ou film bon à tomber dans l'oubli? Classique d'Halloween ou simple film qu'il est bon de regarder n'importe quand? Est-ce que la Belle Dame est si horrible que ça? Ou est-ce simplement une sorcière essayant de survivre face à un ennemi d'une puissance incommensurable? Je vous laisse en débattre en commentaire. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai aussi une chaîne anglophone et j'ai décidé de m'essayer au contenu francophone. Vous regardez donc la première vidéo des studios Wicked Motion Picture. Vous pouvez vous attendre à des courts-métrages et des séries audio sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, soyez sûr de vous abonner, de mettre de la cloche et de laisser un like sous la vidéo pour que la chaîne puisse grandir, ainsi que de partager la vidéo avec tous vos amis. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween. C'était Alex des studios WMP et je vous reverrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivers.